bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être ici pour cet atelier. Moi, c'est Christophe Bortolazzo, je suis responsable de la recherche chez Berger-Levrault. Je serai accompagné aujourd'hui de Katarzyna Borgiel, qui est ingénieure recherche et développement chez nous aussi, et qui fera cette présentation avec moi aujourd'hui. Sur cet atelier donc 8, nous allons vous parler de tout un tas de sujets, de recherche et d'innovation, plus largement, de plusieurs solutions que nous sommes en train de développer et que nous avons travaillé depuis de nombreuses années. Voilà, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on va mettre dans nos solutions santé sociale dans le futur. Alors, peut-être pour commencer, un élément de contexte pour vous tous qui n'est pas forcément connu de tout un chacun. Chez Berger-Levrault, nous avons une réelle structuration de l'innovation qui se fait par la recherche, en particulier sur nos activités en santé sociale. Alors, quelques éléments de contexte. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être même un petit peu plus, fort développement chez Berger-Levrault de toutes nos activités de recherche qui s'est structurée petit à petit. Et aujourd'hui, on a une très belle équipe qui est composée de plus d'une quarantaine de chercheurs distribués sur plusieurs sites en France. On va retrouver dans cette merveilleuse équipe majoritairement des docteurs et des doctorants en informatique, mais pas que. On a aussi des activités de recherche en sciences humaines et sociales. Et puis plus largement, des ingénieurs R&D qui travaillent sur différents prototypes, des data scientists et de nombreux alternants, stagiaires, étudiants qui nous rejoignent tous les ans. Alors, les activités de recherche ne se font pas uniquement avec cette équipe, on l'a fait avec de multiples partenaires, dont vous avez quelques exemples ici, et notamment, entre autres, pour nos activités de recherche et d'innovation en santé sociale avec l'Institut de Mines Télécom des Mines d'Albi Carmo et notamment l'école d'ingénieurs ISIS spécialisée en e-santé qui est à Castres. Alors, l'innovation chez Berger-Levrault, elle passe par un long processus de maturation qui aussi est particulièrement structuré chez nous et qu'on pourrait représenter ici un petit peu avec ce schéma. Tout part le plus souvent d'idées qui sont creusées, fouillées, explorées en interne, mais aussi avec les laboratoires académiques avec lesquels on travaille, et qui, à l'issue d'un long processus de recherche qui peut prendre plusieurs années, nous amène à construire des prototypes, des solutions assez expérimentales qui nous permettent de vérifier la faisabilité et qu'on va amener petit à petit à se concrétiser et surtout à être testé sur le terrain avec les usagers, avec des données jusqu'à arriver à une maturation suffisamment forte qu'on appelle les minimum viable products. Et là, vous voyez la petite étoile et qu'on fait généralement avec les clients le plus souvent pour vérifier, mais que nos innovations ont du sens et fonctionnent bien. Donc les solutions dont on va vous parler aujourd'hui s'inscrivent dans ce processus-là. On va vous parler de deux solutions qui sont très proches d'arriver au produit et puis de choses qui sont un petit peu plus futuristes et un petit peu plus en amont dans ce long processus. Pour en parler, vous faire, on va dire, un petit plan et résumé des différents projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la main à Katarzyna et qui va vous montrer sur ce petit schéma les différentes solutions dont on va vous parler. Bonjour à tous. Donc effectivement, nos projets d'innovation adressent aussi bien le marché sanitaire, médico-social que social, et elles s'articulent autour de plusieurs thématiques. Donc pour le sanitaire, nous adressons notamment les questions de l'optimisation des flux des patients, avec un exemple d'admission des patients en urgence, de la facturation ou de l'identitovigilance. D'autre côté, pour le médico-social, nous avons notamment des projets autour de la gestion et l'optimisation des plannings, des plateformes d'intermédiation, également de la facturation ou de nouvelles techniques d'interaction avec le dossier de soins. Et donc, les trois projets que nous souhaiterions vous présenter aujourd'hui concernent notamment la gestion et optimisation des plannings, les plateformes d'intermédiation et donc le dossier de soins.
Donc, je vais repasser la main à Christophe Bortolazzo pour vous présenter en détail le premier de ces 3 projets. Merci beaucoup, Katarzyna. Alors, effectivement, on aurait aimé vous parler de tous les sujets qu'on a en recherche et innovation aujourd'hui, mais le temps ne nous le permet pas forcément. Donc, on a fait une sélection de choses qui nous paraissaient être, en tout cas, les plus intéressantes et les plus pertinentes. Et on va commencer d'entrée de jeu avec une solution qu'on est en train de finaliser en ce moment même, qu'on a nommé BL Optim, hein, et qui est une solution d'optimisation de planning dédiée aux services à domicile. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à faire en particulier et quels problèmes on a cherché à résoudre? La planification, c'est avant tout un défi d'optimisation, hein. Coordonner une structure à domicile, c'est complexe. Les planifications peuvent prendre du temps, elles sont longues et difficiles, et les plannings prévisionnels doivent être mis à jour régulièrement. Donc c'est une activité qui est fastidieuse et qui est difficile à réaliser par les humains. S'il y a des coordinateurs parmi vous, j'imagine que vous le vivez au jour le jour. Il faut aussi, par-dessus tout ça, gérer tout un tas de contraintes, hein, des contraintes qui peuvent être réglementaires, mais aussi des contraintes qui sont non anticipées ou qui sont spécifiques à votre structure. Il faut être capable de gérer les absences, les imprévus, et aussi tout un tas d'exigences ou de demandes qui peuvent venir des intervenants ou des bénéficiaires. Optimiser des plannings et créer des plannings, c'est aussi une contrainte de temps, de coût et de qualité de vie au travail. Donc la demande augmentant, il nous a paru nécessaire de mettre en place des mécanismes, hein, et d'exploiter le plus les capacités de l'informatique pour optimiser tout un tas de contraintes, donc minimiser les temps d'attente pour les bénéficiaires, mais aussi, pourquoi pas, minimiser la pénibilité de certaines tournées pour les intervenants. Et puis en dernier, et c'est ce qui nous paraît de loin le plus important, encore une fois, la demande augmentant, les bénéficiaires sont en attente d'une qualité de service qui est assez forte. Et là aussi, construire des plannings qui soient les plus optimaux, c'est une manière d'aller maximiser la satisfaction des bénéficiaires et leur proposer les services en temps et en heure, le plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à tous ces besoins? On a construit BL Optim. Alors, BL Optim, c'est un service d'optimisation, de planning et de tournée. Donc, BL Optim permet donc de générer des plannings, je cite bien, donc vous donnez vos contraintes en entrée à l'algorithme, hein. Vous allez pouvoir expliciter tout un tas de contraintes, soit qui sont génériques parce qu'elles sont réglementaires, soit qui sont spécifiques parce qu'elles sont dans les contrats de travail de vos intervenants ou parmi les exigences de vos bénéficiaires. Et vous allez pouvoir demander au service d'optimisation de produire un planning prévisionnel tout seul. Alors, le service tient compte de tout un tas d'exigences, hein. Il s'adapte aux contraintes du client. Vous allez pouvoir définir très finement les contraintes de planification de la structure. Alors aujourd'hui, c'est des contraintes qu'on modélise et qu'on crée ici, nous, en interne, avec nos data scientists et nos experts, et on espère qu'à terme et dans le futur, on sera aussi capable de vous proposer à vous-même les mécaniques qui vous permettront de les exprimer par vous-même. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le service est extrêmement flexible. Et puis, il y a énormément de technologie qui vient s'embarquer derrière ce service-là. Alors, je vous passerai les termes scientifiques ou trop techniques, mais il faut retenir que là derrière, il y a aussi de l'intelligence artificielle, des algorithmes de colonies de fourmis et des problèmes de satisfaction de contraintes pour ceux qui sont les plus mathématiciens parmi vous. Alors, vous avez pu voir au début de la présentation, peut-être qu'on a parlé d'algorithmes bio-inspirés et de colonies de fourmis. Alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien, pour construire ces algorithmes d'optimisation de planning, on s'est inspiré d'un principe qui est bien connu en mathématiques et en résolution de problèmes, qui sont les principes de colonies de fourmis. Alors, vous pouvez le voir avec la petite vidéo qui est illustrée sur la gauche. Les fourmis ont ça
d'absolument fascinant, qu'elles sont capables de s'organiser elles-mêmes avec très peu de connaissances. Une fourmi n'est pas un agent qui est extrêmement intellectuellement développé, mais elles vont être capables de trouver le chemin le plus court et le plus optimal entre la fourmilière et la nourriture, sans forcément savoir beaucoup de choses. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on fait avec les algorithmes de planning, c'est-à-dire qu'on va donner à nos petites fourmis tout un ensemble de principes et de contraintes, et elles vont petit à petit trouver la solution la plus optimale entre vos désirs et le planning idéal. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'elle permet de maîtriser très fortement les temps de calcul. On sait qu'avec ces types d'algorithmes, si on veut atteindre les solutions optimales de planning de manière, on va dire, calculatoire, brute et simple, ça peut prendre énormément de temps. Et donc, ces approches-là permettent d'optimiser le temps de calcul et même de le maîtriser complètement parce que vous avez la main sur l'algorithme et vous pouvez lui demander d'essayer de trouver une solution en 1, 2, 3, 4 minutes, 1 heure. Évidemment, plus vous lui laissez de temps, plus vous aurez une solution qui est optimisée. Donc, vous avez la main aussi sur la durée de calcul et le temps que vous voulez lui laisser. Alors, on a expérimenté cette solution il y a maintenant quelques mois, même une petite année, avec différents de nos clients. Vous avez quelques exemples ici pour vérifier plusieurs choses, mais pour vérifier déjà si les plannings que nos solutions généraient étaient de bonne qualité. Et si les plannings qui étaient produits étaient acceptables, et ce qu'on a observé petit à petit avec nos clients, c'est que les plannings qu'on arrive à produire déjà sont à minima aussi bons que ceux qui sont produits manuellement. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. La machine prépare le travail pour vous, mais aussi que si on laisse le temps de calcul à cette solution-là, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir des gains qui sont importants. Donc, en fonction de ce qu'on demande au service d'optimisation, si on lui demande par exemple de minimiser le nombre d'intervenants ou de minimiser les temps d'attente inter-intervention, on arrive à avoir une diminution qui est assez intéressante, qui est de l'ordre entre 20 et 30%. Donc l'algorithme fait aussi bien et peut vous aider sur certains leviers à faire même un peu mieux que d'habitude. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les performances de ce service sont à la demande. Donc dans la manière dont on a construit le service, c'est vous qui restez maître de ce que vous allez lui demander et de qu'est-ce que vous allez chercher à optimiser. Donc on l'a dit en tout début de présentation, déjà les règles et les contraintes qui sont entrées dans le planning, eh bien on peut les customiser, les personnaliser sur mesure en fonction des exigences de votre structure. Et aussi, vous gardez complètement la main sur les durées de calcul et les contraintes d'optimisation. Typiquement, là, vous avez un petit exemple de résultat de ce qu'on peut arriver à faire en 2 minutes de calcul, en 30, en 60 minutes. Voilà, typiquement dans le cas de calcul de planning prévisionnel, ce sont le genre de choses que vous pouvez lancer le soir pour le lendemain ou en 60 minutes pendant la pause du midi. Donc, c'est extrêmement flexible et intéressant. Voilà, donc ce service-là arrive, vous avez vu le processus que j'ai présenté en amont, arrive à maturité. On a bon espoir de pouvoir commencer à vous le proposer d'ici la fin de l'année. Du moins pour des primo-accédants et des bêta-tests. Ça, c'est notre ambition aujourd'hui. On y travaille ardument. Et puis surtout, si vous avez d'ici là, entre-temps, envie de participer à l'expérimentation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On en reparlera à la fin de la présentation. Ce que je vous propose maintenant qu'on a parlé de ce premier projet, c'est qu'on parle du second, qui est extrêmement complémentaire et vous allez voir qui est drastiquement différent. On va vous parler de la plateforme senior, qui elle aussi est issue d'un long travail de recherche qu'on a mené avec nos partenaires académiques. Et je vais passer la main à Katarzyna qui va vous en parler. Le second projet, c'est un projet d'une plateforme à destination des personnes âgées qui s'inscrit dans les démarches de prévention de la perte d'autonomie. Et si le premier projet que Christophe vient de présenter s'inscrivait plus dans des thématiques autour de l'innovation technologique où on essaie de s'inspirer
de nos compétences et de nos maîtrises du domaine technique. Ici, on est sur un projet qui est à la fois d'innovation technologique, mais aussi d'innovation d'usage, où on essaye d'introduire potentiellement des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire à destination de tout un ensemble d'usagers. Pour commencer, c'est quoi le parcours de prévention de la perte d'autonomie et comment nous avons décidé de l'aborder dans le cadre de ce projet? Donc, à partir d'une analyse des différentes pratiques métiers sur le territoire français, mais aussi à l'étranger, nous nous sommes rendus compte que le parcours de prévention de la perte d'autonomie peut être décrit comme un processus qui est composé de 4 étapes principales, où on commence par le repérage, donc par l'identification des personnes à risque ou atteintes par des problématiques d'autonomie. Ensuite, on vise à évaluer le degré de leur autonomie ou de leur capacité, de sorte à pouvoir leur proposer des solutions très personnalisées, très adaptées à leurs propres besoins individuels ou à leur parcours de vie, leur contexte de vie aussi, des solutions. Et finalement, on tend à suivre l'évolution de leurs capacités, mais également l'efficacité de ces différentes solutions qu'on leur propose. Et l'ensemble de ces différentes étapes s'appuie quand même de manière assez importante sur la capacité à collecter des données sur des personnes ou sur des solutions de prévention de la perte d'autonomie, à analyser ces données et aussi à les partager entre un ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans le parcours de prévention. De la même façon, quand on parle des parcours de prévention et ce que nous avons retenu dans le cadre de ce projet, c'est qu'il est fortement inscrit dans le parcours de vie des usagers. C'est-à-dire il en fait une partie intégrante puisque si on s'intéresse à l'autonomie, nous avons dans nos travaux décidé de nous appuyer sur le modèle des domaines des capacités intrinsèques de l'Organisation mondiale de santé. Donc d'un côté, effectivement, on s'intéresse fortement au domaine de capacité de la personne. Mais d'autre côté, on essaye d'adresser ces capacités face à un ensemble d'activités au quotidien. Donc comment, par exemple, ma mobilité ou ma capacité visuelle peut impacter ma façon de se laver, de faire les courses, de jouer, de voir ma famille, etc. Et pour pouvoir aligner quelque part d'un côté les capacités et les activités, on peut d'une part essayer de voir quels peuvent être les besoins de la personne vis-à-vis de ses capacités. Donc si, d'une part, elle a besoin dans un premier temps qu'on identifie, quelles capacités peuvent être atteintes par des problématiques et quel est le niveau de ces problématiques. Et qu'ensuite, en face, on essaye soit de renforcer ses capacités. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la capacité locomotrice, si on essaie de renforcer la force musculaire ou d'améliorer l'équilibre d'une personne, ou contrairement, si on essaie d'accompagner quelque part une perte de capacité plus importante par la mise en place peut-être des activités, des produits ou des services qui permettraient à la personne de combler les pertes qu'elle subit déjà. Et pour ce faire, on peut donc s'appuyer aussi bien sur des produits, sur des services numériques portés par les technologies, ou on peut s'appuyer sur des activités que la personne peut faire seule ou de manière non très structurée, non organisée. Et finalement, en s'intéressant au parcours de prévention, on peut également assez facilement s'apercevoir qu'il y a un ensemble d'acteurs qui font que ce parcours est faisable. Donc, en premier lieu, on a bien évidemment les personnes âgées et leur entourage. On a également des professionnels médicaux et sociaux, des prestataires de solutions qui sont de types divers et variés, et finalement aussi des collectivités et des financeurs qui soit tendent à piloter les démarches de prévention sur un territoire ou qui aident aux personnes âgées de pouvoir y accéder, pour pouvoir y accéder. Et face à l'ensemble de ces différents acteurs avec qui nous avons pu travailler de plus près, notamment avec les personnes âgées ou avec des collectivités dans le cadre des projets comme un projet en vie qui a été porté par l'Institut national universitaire Champollion. Nous avons identifié un ensemble d'enjeux et de problématiques face à la démarche de prévention avec, à titre d'exemple, un manque de visibilité sur les solutions par les personnes âgées,
puisque les solutions sont très, très diverses. L'offre peut évoluer de manière continue. Et puis, il y en a tellement qu'on ne sait pas toujours vers quoi se tourner et comment. Et d'autre côté, par exemple, vis-à-vis des prestataires des solutions, une difficulté parfois à formaliser en quoi une solution peut être adaptée à une problématique très particulière, ou alors la difficulté aussi, d'évaluer la qualité des services proposés. Et donc, pour adresser l'ensemble de ces enjeux, nous avons décidé donc de mettre en place un projet d'une plateforme qui permettrait de réunir un ensemble de ces acteurs et qui permettrait à chacun d'entre eux de répondre à ces problématiques. Donc, les 4 fonctionnalités principales de la plateforme qui aujourd'hui est au stade, si on reprend encore une fois le parcours, qui est au stade de développement d'un produit, puisque nous avons déjà pu faire plusieurs prototypes en amont. Donc la plateforme va s'appuyer sur 4 fonctionnalités principales. Donc le profilage et le partage, avec l'idée de pouvoir permettre aux personnes d'exprimer leur profil, leurs besoins, leurs objectifs ou leurs préférences en termes de démarche d'accompagnement à l'autonomie. Une deuxième fonctionnalité de recherche et de recommandation des solutions de prévention, donc aussi bien des services numériques qui seraient donc selon l'intelligence et le moteur de recommandation de la plateforme le plus adapté aux besoins de la personne. Le pilotage à partir des données recueillies, de permettre donc notamment aux collectivités de donner une image de la population, de ses besoins, pour adapter ces démarches de manière à tenir compte des besoins des usagers. Et finalement, la capacité à mettre en place de la visibilité pour les prestataires de ces services. Donc, pour vous illustrer de manière un peu plus pratique de ce que ça pourrait donner à l'usage pour les personnes âgées, une personne âgée qui est autonome, mais qui commence à percevoir peut-être des problématiques d'autonomie dans son quotidien, soit parce qu'elle-même, elle commence à voir qu'elle a peut-être des difficultés pour certaines activités, ou elle a un proche qui est davantage touché par ces problématiques-là, elle va pouvoir s'inscrire à la plateforme et à partir d'un ensemble d'informations qu'elle aura renseignées sur elle, elle va pouvoir s'informer sur des services qui sont autour d'elle et jusqu'à communiquer avec le prestataire de ces services. Et un autre exemple, là, cette fois pour un autre type d'usager, donc pour les collectivités, la plateforme va proposer un ensemble d'indicateurs sur la population des usagers de la plateforme, avec des indicateurs autour de la nature et du degré des difficultés, par exemple, de ces personnes-là, ou de la couverture de l'offre en service. Ça, c'est ce projet-là. Et c'est un tout petit peu le projet de la plateforme. Bon, on ne peut pas vous illustrer davantage aujourd'hui ce que ça va donner, mais on espère que cette année, on aura des premiers résultats du produit qui pourra être ensuite testé avec des personnes sur le terrain. Et là, je repasse donc la main à Christophe pour vous parler du 3e projet. Super, merci Katarzyna. Alors, effectivement, les deux premiers projets dont on vous a parlé sont assez matures. On vous a dit qu'on avait bon espoir de pouvoir les amener en test sur le terrain avec vous d'ici la fin de l'année. On va vous parler d'un 3e sujet qui lui est quand même beaucoup plus futuriste et sur lequel on a travaillé depuis l'année dernière, qui est de l'exploitation de l'usage des techniques de réalité augmentée pour les soignants dans les EHPAD. Alors, peut-être un premier mot sur le terme de réalité augmentée, qui est effectivement un terme que vous avez pu entendre dans les médias, dans les journaux, dans les magazines spécialisés, et qui est peut-être pas encore extrêmement clair pour tout un chacun. La réalité augmentée propose un principe qui est relativement simple, c'est de pouvoir afficher dans le monde réel, dans le monde physique, des informations numériques dans l'espace.
Donc ça se passe généralement, comme vous pouvez le voir sur les photos à droite, via l'utilisation de dispositifs qui ont une caméra et un écran. Alors le premier, plus évident, c'est votre téléphone, hein, mais qui nécessite que vous l'ayez dans la main, comme on le voit sur l'illustration, mais le plus souvent via des casques, donc dits de réalité augmentée ou de réalité mixte, qui offrent des lunettes semi-transparentes. Donc vous continuez à voir le réel, hein, comme avec des lunettes classiques, mais qui vont vous permettre d'afficher des éléments numériques par-dessus. Alors, ça a tout un tas d'avantages. Déjà, ça vous permet d'avoir l'information à hauteur d'yeux, plus besoin de naviguer entre un écran ou votre téléphone et la situation réelle, ici en l'occurrence l'espace, le patient. L'information peut être contextualisée. Donc on peut aussi choisir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans un bâtiment, dans un lieu, dans une chambre, via de la géolocalisation, via de l'utilisation de QR code par exemple, vous donnez les informations au bon moment, donc ça on sait le faire. Le casque est aussi le plus souvent muni d'un micro et vous permet de faire de la saisie vocale et donc de prendre des notes tout en gardant les mains libres. Ici aussi, vos deux mains ne sont pas mobilisées, hein. Vous pouvez continuer à manipuler des outils, à voir le réel, à interagir avec le patient, avec les objets qui sont autour de vous, donc sans avoir les mains prises. Et puis, tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont aussi extrêmement intéressantes. Donc, de pouvoir prendre des photos en un mot ou en affichant vos mains à hauteur d'yeux en disant « prends-moi une photo ici de tel endroit, de tel plaie, de tel patient ». Et voire même de faire directement de la téléconsultation, puisque le casque est équipé d'une caméra, d'un micro et d'écouteurs, et donc vous permet d'appeler un médecin, un expert, et de faire de la téléconsultation, encore une fois, au bon moment, au bon endroit, et avec les mains libres. Voilà, donc tout un tas d'avantages extrêmement pratico-pratiques de la réalité augmentée. Il se trouve que par le passé, chez Berger-Levrault, on a travaillé sur des solutions de réalité augmentée pour des secteurs d'activité qui sont différents, par exemple pour le secteur de la maintenance, et on y a vu assez rapidement une transposition intéressante pour les situations que peuvent vivre les soignants au quotidien, notamment dans les EHPAD. On va vous expliquer ce qu'on a en tête. Merci beaucoup. Donc, ce projet-là, comme vient de dire Christophe, il est né entre autres puisqu'on avait déjà réalisé plusieurs projets de réalité augmentée, mais dans un autre domaine. Et à partir de là, nous nous sommes posé la question si la réalité augmentée pouvait servir des usagers dans d'autres contextes. Donc déjà globalement en santé, en médico-social, en social. Et puis nous avons identifié des premières pistes pour l'application de la réalité augmentée dans le contexte des EHPAD. Et à partir de là, nous avons pu mettre en place un partenariat avec un client pour réfléchir ensemble, donc avec une feuille blanche, hein, sur les idées de nouveaux usages, des usages de cette technologie-là en EHPAD. Et à partir de là, nous avons pu concevoir un prototype pour la manipulation du dossier de soins. Et la prochaine étape pour ce projet-là sera l'évaluation de ce prototype, à la fois dans les mains des soignants hors contexte de soins déjà pour voir si le prototype répond bien à leurs besoins en termes d'interaction avec le dossier de soins. Et puis, dans un deuxième temps, des évaluations dans un contexte réel d'usage, avec la présence notamment des patients. Donc, à partir de nos échanges avec les clients, nous avons pu identifier 5 grandes familles d'usage d'un casque de réalité augmentée en EHPAD à destination des professionnels de l'EHPAD. Donc, le premier, c'était le dossier de soins, avec l'objectif de permettre la consultation et le renseignement des informations qui y sont naturellement présentes, à la fois dans la chambre du résident et en dehors. Le deuxième usage, c'était la téléconsultation avec tout type de médecin qui serait à distance du patient en EHPAD, en sachant que le casque permet de réaliser de la visio. Puis, le troisième usage, c'était des protocoles de nettoyage qui sont très personnalisés
à la fois selon les pièces et selon les chambres des résidents, mais qui d'un autre côté sont très standardisées. Donc l'idée, ça serait de pouvoir accompagner les professionnels dans la réalisation de ces manipulations-là. Les 2 derniers usages concernent plutôt la manipulation du matériel, d'un côté du matériel médical et d'un autre côté du matériel de sécurité. Nous avons décidé donc de travailler plus en détail le sujet de l'interaction avec le dossier de soins. Et nous avons identifié donc 6 grandes thématiques de possibilités, avec l'accès aux informations du résident, à l'agenda de résident, avec l'interaction avec le plan de soins, les constantes, la gestion, la saisie et la consultation des plaies et des pansements, et puis la consultation et la rédaction avec notamment la dictée vocale des transmissions ciblées. Et donc nous allons vous présenter rapidement une petite vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce prototype et c'est quoi les éléments qu'il permet. Donc l'idée ici, c'était de mener la réflexion vraiment sur les usages et sur les pratiques métiers autour du dossier de soins, en aussi ne pas oubliant tout l'historique que cet outil-là, il a eu dans les établissements et tout ce que l'informatique a déjà pu amener à la fois comme avantage, mais comme potentiellement problématique à la manipulation des informations médicales, à la fois pour les patients et pour les soignants. Et donc, nous avons vu des grands avantages, notamment, encore une fois, l'accessibilité devant les yeux, la capacité à avoir les mains libres et la capacité à pouvoir interagir avec plusieurs informations différentes directement dans la chambre du résident. Donc ici, vous voyez, c'est un tout petit peu la perspective de ce que voit le soignant qui porte le casque et qui a un patient devant chez soi. Donc il peut voir plusieurs fenêtres qui s'affichent, qui concernent les différents éléments du dossier de soins. Il peut manipuler ces fenêtres et les données qui y sont contenues soit avec sa main, soit potentiellement avec la dictée vocale. Donc là, on va avoir l'exemple d'une température qui peut être aussi saisie oralement. Néanmoins, ces usages, bien sûr, ils méritent aujourd'hui d'être testés à la fois par les professionnels pour avoir les ressentis sur ce genre d'interaction, mais également auprès des usagers, des résidents, des NEHPAD, puisque ça serait quand même des pratiques métiers complètement nouvelles, avec notamment la difficulté où le soignant voit plein d'informations devant ses yeux et il parle, interagit avec le casque, pendant que le résident voit en face une personne qui porte un casque, qui parle, etc. Voilà pour ce dernier projet. Et je repasse du coup la main à Christophe pour conclure. Merci Katarzyna. Oui, alors effectivement, ce que vous avez vu dans la vidéo juste avant, c'est extrêmement important de préciser que c'est un prototype, mais ce que vous avez vu, c'est réellement ce qui se passe dans les yeux du soignant. Donc, on est tout de même sur des niveaux de maturité qui sont assez élevés et c'est bien pour ça qu'on imagine pouvoir les tester, on espère le plus rapidement possible sur le terrain pour vérifier si ces idées sont effectivement bonnes et si elles ont tous les attendus qu'on leur prête. La conclusion à cette présentation, elle va être relativement rapide et simple et elle pourrait se synthétiser en un mot, c'est participer. Nous avons en interne, donc vous l'avez vu, tout un ensemble d'idées, des compétences, plein de compétences en technologie, plein de compétences en évaluation des usages sur le terrain, mais nous n'imaginerons pas le futur sans vous, sans les usagers, sans les clients. Donc c'est extrêmement important pour nous et je pense aussi pour vous de s'inscrire dans des démarches de co-conception, dans des démarches collaboratives dans lesquelles ce futur on l'écrit ensemble quelque part. Et donc la conclusion sur ces sujets-là, plus largement sur tous les sujets recherche et innovation, y compris si vous avez de votre côté des idées, des choses que vous aimeriez explorer, c'est de ne pas hésiter à nous contacter. Donc on vous a laissé nos adresses email ici en haut à droite, donc à moi-même et celle de Katarzyna.
Donc surtout n'hésitez pas, voilà, si ces sujets vous ont interpellé ou si vous avez envie de les tester, de les expérimenter chez vous, à nous contacter. On se fera un plaisir de revenir vers vous et de travailler avec vous sur ces thématiques et sur ce qui effectivement sera potentiellement le futur de vos métiers. On en a fini pour cette présentation, donc il est temps de répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas, on est à votre disposition si vous avez des questions ou des interrogations. Oui, bonjour à tous. Il y a une première question qui concerne le dernier projet présenté. Quelle est la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Alors la différence est en fait beaucoup plus importante que ce que les termes laissent transparaître. La réalité virtuelle vous immerge dans un espace. Donc quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous ne voyez plus l'espace physique et donc vous êtes réellement projeté dans du tout numérique. Généralement, on utilise la réalité virtuelle pour faire des environnements de simulation qui sont complètement fictifs. Et donc la réalité virtuelle peut être utilisée pour tout un tas de pratiques, mais vous coupe complètement du monde réel. Sur la réalité augmentée, on est sur des principes qui sont différents, parce que vous restez en vision complète du réel et du monde physique, et l'information numérique vient s'afficher ou pas d'ailleurs, de manière superposée, et pourquoi pas même en transparence pour pas obfusquer complètement le reste de l'espace, et donc vient s'ajouter au monde réel. Alors que dans le cas de la réalité virtuelle, on enlève complètement le monde réel. Donc on est sur des technologies qui peuvent apparaître similaires d'un point de vue extérieur, mais qui en fait sont dans les usages fondamentalement différentes. Merci Christophe. Il y a une deuxième question qui concerne l'optimisation des tournées. Tu as dit tout à l'heure que ce moteur d'optimisation s'inspirait de l'algorithme de colonies de fourmis. Y a-t-il d'autres algorithmes s'inspirant d'un comportement animal ou humain? Oui, alors oui, il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, il en existe plein. Pour n'en citer que un qui est également bien connu, il existe aussi ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui s'inspirent des théories évolutionnistes de Darwin pour faire évoluer des espèces. Alors dans ces cas-là, les espèces sont les solutions de planning. Donc on vient produire un planning qui est pas très bon et on vient le faire évoluer petit à petit pour qu'il s'adapte à l'environnement. Et l'environnement, c'est les contraintes qu'on lui donne. Donc on a d'autres solutions qui sont dites bio-inspirées, mais pas que. Ce sont les algorithmes qui exploitent, on va dire, les théories du réel et de la biologie pour l'appliquer à l'information. Il existe tout un tas d'autres algorithmes d'optimisation. D'ailleurs, dans nos travaux de recherche, on en a expérimenté plein d'autres. Ils ont des apports et des capacités qui sont souvent différentes et ce qu'on prévoit de faire dans le futur, c'est effectivement d'étendre le service d'optimisation avec d'autres algorithmes et pourquoi pas même de les mettre en concurrence pour s'assurer que l'algorithme qui va vous donner le meilleur résultat puisse émerger et améliorer encore plus la qualité des plannings générés. Voilà, donc ça fait partie, on va dire, de nos perspectives de recherche et on se fera un plaisir de vous en reparler quand on aura suffisamment avancé. Christophe, j'ai une question de mon côté aussi. C'est en fait deux questions en une. Est-ce que on a des dates sur des présentations possibles de BL Optim sur le terrain? Et est-ce que ce BL Optim sera bien connecté à mon BL domicile au niveau des produits? Alors sur les dates, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ambition prévisionnelle, c'est fin d'année, donc fin 2021. Et effectivement, oui, il est complètement prévu de l'intégrer avec BL Domicile. On y travaille en ce moment même pour s'assurer que le service est complètement intégré à l'offre BL Domicile que vous connaissez peut-être déjà. Merci à tous pour votre attention. Merci, au revoir.